Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin pour cette émission spéciale à l'occasion de laquelle nous allons parler grands événements sportifs et cybersécurité. La réussite d'événements comme les JO ou l'actuelle Coupe du Monde de rugby passe bien sûr par un relèvement nécessaire et important du niveau de cybersécurité des organisations. Dans un contexte d'augmentation très fort du nombre de cyberattaques, les opérateurs nationaux, les sites internet gouvernementaux, tout comme ceux des grandes marques mondiales, sont et seront sans doute la cible d'attaques de groupes criminels cherchant à profiter de la caisse de résonance offerte par ce type d'événements sportifs internationaux. Les organisateurs de grands événements sportifs insistent bien sûr, et c'est important, sur la sécurité physique. Ils doivent absolument faire le même effort sur le point de la cybersécurité. Comment hausser son niveau de cybersécurité face à la cybermenace? Comment garantir la disponibilité absolue et continue des sites Internet face aux menaces géopolitiques? Eh bien, c'est ce que nous verrons ce matin avec nos invités. Nous sommes avec Boris Lecoeur, directeur général France de Cloudflare. Bonjour Boris. Bonjour Thomas. Et nous sommes également avec Olivier Cagne, Solution Engineer, également chez Cloudflare. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer une de nos émissions avec vous, Boris, sur de la météo. Parce que, pour la petite histoire, en présentant cette émission, on a parlé effectivement, en préparant l'émission, on a parlé de la menace. Et il nous a paru intéressant de montrer en temps réel l'origine géographique des menaces. C'est à vous, Boris. Montrez-nous un peu d'où viennent les menaces, d'où elles proviennent et surtout quel pays les frappe. Absolument, donc je vais faire Monsieur Météo durant cette première phase. Et avant tout, je vais expliquer un petit peu le contexte. Mais Cloudflare, donc c'est une protection à l'échelle mondiale. C'est un réseau à l'échelle mondiale. On protège presque 20% de l'Internet, même un petit peu au-delà de 20% de l'Internet. Et donc, on a énormément de données sur le trafic, sur les menaces en cours, sur les attaques en cours. Toutes ces données, on les met à disposition du public sur un site qui s'appelle radar.cloudflare.com. Non, pas besoin d'abonnement. Pas besoin d'abonnement. On va sur le site, on clique sur le lien, on se connecte. Exactement. Pas besoin d'être client Cloudflare et vous avez accès à beaucoup d'informations et notamment des informations qui concernent les menaces et les attaques. Et donc, si on se projette en temps réel par rapport au trafic qu'on voit, donc 20% de l'Internet, ça veut dire que une requête sur 5, une fois sur 5, quand vous allez sur Internet, quand vous ouvrez votre téléphone portable, quand vous êtes à partir de votre tablette ou votre PC, vous allez toucher un de nos sites, forcément. Et donc, on a beaucoup de sites mondiaux, beaucoup de sites en France. En France, on a des sites comme ManoMano, comme Conto, comme les sites de Carrefour, les sites de Galeries Lafayette, Noroto, beaucoup de sites français. Et donc, ces informations-là, on les consolide, on les récupère. Et on a en temps réel la cartographie. Et donc, en temps réel, si on regarde ce qui est en train de se passer en France, donc là, on regarde les attaques françaises, qui ciblent la France. Donc, on va choisir directement la France. Et on voit tout de suite la globalité des attaques avec les États-Unis qui sont la source principale d'attaques, suivi d'attaques qui proviennent de France, suivi d'attaques qui proviennent de Russie, d'Allemagne, Singapour, Grande-Bretagne, Chine et Hollande. Donc tous les fils qu'on voit là, ce sont les lieux d'origine des attaques. C'est toutes les attaques des 10 principales attaques sur les attaques qui vont cibler les sites protégés par Cloudflare en France. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est souvent, on imagine que le gros des attaques viennent plutôt du côté russe et chinois, mais la première source d'attaque, elle est plutôt du côté des États-Unis. Si oui, je regarde mais ça ne veut pas dire que ce sont les Américains qui attaquent. Ça veut dire que les infrastructures utilisées pour attaquer sont basées aux États-Unis. D'accord, nuance importante. Oui. Tout comme Singapour ou la Hollande ou l'Irlande qui reviennent très souvent en tête de liste parce que ces pays-là ont des grandes plaques de data centers. La Virginie est une grosse plaque de data center aux États-Unis, avec des gros cloud providers, avec des gros fournisseurs d'infrastructures qui vont être utilisés souvent d'ailleurs par amplification d'attaques par les attaquants pour aller cibler d'autres pays. D'accord, ce sont les nœuds vraiment qui servent, les gros nœuds Internet qui servent de plateforme donc, pour lancer les attaques. Exactement. D'autres informations intéressantes, donc on peut regarder quelle typologie d'attaque on a, mais si on regarde en France en ce moment, on a sur le gros des attaques qui arrivent sur notre plateforme, on voit qu'on a 43% sont des attaques DDoS, donc des DOS, des attaques qui sont là pour essayer de faire tomber des cibles, pour finalement déstabiliser les sites. Et on a des attaques pour 41% qui sont des attaques
de type attaque applicative qui vont essayer d'exploiter des failles applicatives avec de l'injection SQL, avec des attaques qui vont aller cibler les vulnérabilités, les failles qu'on a sur les sites. Donc tout ça, c'est disponible. Au passage, autre donnée intéressante, on voit... On a l'impression qu'Internet, ce sont essentiellement des hommes qui vont surfer ou qui utilisent des services Internet, mais c'est pour beaucoup des robots également. Et là, en temps réel, on voit qu'on a en France 27% du trafic qui sont des robots et 73% du trafic qui sont des humains. Ça s'inverse durant la nuit, puisque durant la nuit, les robots, il y a moins d'activité humaine, du coup les robots prennent le relais et le pourcentage principal. Mais on va y revenir, parce que parmi ces robots, il y a aussi beaucoup d'attaques qui utilisent des robots pour mener l'ensemble de ces attaques. Donc ça fait... donc, vous l'avez dit, hein, Boris, donc on a un site qui est accessible pour tout le monde, gratuit, vous pouvez... tous ceux qui le souhaitent, en tout cas, qui veulent connaître l'origine de la menace, pas le pays originaire, pas le pays qui lance en tout cas les attaques, mais l'origine de la menace, peuvent s'appuyer sur ce site. C'est une adresse forcément à garder. Alors, je l'ai dit très rapidement en introduction, on sait qu'aujourd'hui, alors il y a la Coupe du Monde de rugby actuellement, beaucoup de compatriotes, beaucoup d'Européens, beaucoup de gens du monde entier qui sont venus donc, en France pour cet événement. On sait aujourd'hui que ces événements constituent... je le disais, une caisse de résonance, mais pourquoi est-ce que finalement, il constitue une opportunité pour les attaquants ? C'est une opportunité unique parce que ce sont des événements planétaires. C'est une opportunité pour des attaquants qui peuvent avoir différents buts, mais un des buts peut-être de démontrer une supériorité de cybersécurité vis-à-vis d'un autre pays ou montrer que finalement, la cible a des protections basses. Il peut avoir aussi des contextes géopolitiques avec des points de singularité liés à un événement particulier. Alors, on y reviendra, mais cet été, on a eu beaucoup de groupes d'attaquants affiliés russes qui ont menacé et ciblé la France. Et on a aussi des tentatives de déstabilisation, également des tentatives... finalement, pour détourner l'attention également. Ça peut être l'occasion de mener une attaque pour détourner l'attention, pour mieux rentrer par un autre moyen et pouvoir s'introduire ou s'infiltrer dans les systèmes. Si on regarde par le passé ce qui s'est passé, on prend les Jeux Olympiques de 2018 d'hiver qui ont eu lieu en Corée. On a eu des attaques qui ont fait tomber les sites des Jeux Olympiques. On a eu des attaques qui ont fait tomber les systèmes de Wi-Fi dans les stades, les caméras de surveillance et les panneaux d'affichage qui ont été hackés durant cet événement. Donc c'était une APT, un groupe qui s'appelait les Sandstorm et qui ont bien ciblé l'organisation des Jeux Olympiques, mais également les partenaires des Jeux Olympiques et qui ont fait des dommages assez importants en plaçant... notamment une attaque qui était de l'Olympic Destroyer, dont le but était vraiment de déstabiliser ces Jeux Olympiques. Quelles leçons on tire de ça, Boris ? Quelles leçons, vous, à votre échelle, en tant que Cloudflare, vous en avez tiré ? Et quelles leçons, si vous avez quelques indices là-dessus à partager avec nous, quelles leçons les grands opérateurs internationaux ont tiré, d'ailleurs étatiques, pas juste les comités d'organisation, mais quelles leçons ont-ils tiré en termes de cyberprotection ? Parce que ce sont des exemples grandeur nature, finalement. Oui, alors les leçons qu'on en tire, c'est que la préparation est essentielle. Cloudflare, on protège beaucoup d'événements planétaires. On protège un événement qui est très attaqué, qui est l'Eurovision. On a d'ailleurs un papier disponible sur Internet qui explique comment on protège cet événement, notamment le système des votes, parce qu'il y a aussi... la nécessité de protéger des votes et la partie démocratique des votes, si je puis m'exprimer. On protège beaucoup de sponsors et également d'événements autour du Super Bowl, qui est l'événement le plus important au niveau planétaire. Et on protège aussi... on a d'ailleurs un programme dédié à ça qui s'appelle Galileo, qui est un programme qui protège, durant les élections, tous les partis politiques ou les systèmes de vote qui peuvent être exposés sur Internet. Et ça, on le fait gratuitement pour faire bénéficier tout le monde de ces protections. Et aujourd'hui, il y a toute une série d'attaques. Alors on va parler d'attaques DDoS, attaques volumétriques, attaques d'exploitation de failles applicatives, qui doivent être des attaques du passé,
parce qu'on a des systèmes automatisés à l'échelle mondiale qui vont être capables de protéger des clients, de protéger des organisations quasiment sans qu'elles aient rien à faire. Et donc, voilà, on incite vraiment les sociétés à regarder ce que des solutions comme Cloudflare peuvent proposer pour, sur étagère et nativement, protéger l'ensemble des menaces qui peuvent avoir lieu sur ce type d'événement. Aujourd'hui, votre solution et d'autres de l'écosystème permettent de protéger des systèmes de billetterie. On sait qu'aujourd'hui, la billetterie, je parlais avec une responsable de Paris 2024 il y a quelques jours, on sait que la billetterie va être particulièrement quelque chose qui va être surveillé. Les sites, je regardais encore il y a quelques jours, le site pour prendre des billets à la Coupe du Monde de rugby, on sait que ce genre de site est particulièrement attaqué. On sait que les réservations d'hôtels, le groupe Accor, mais il y en a encore beaucoup d'autres, vont particulièrement être scrutées par les cyberattaquants. Aujourd'hui, vos solutions constituent un rempart pour protéger ce genre de site ? Absolument, oui. Alors, on a 3 grandes catégories d'attaques. Finalement, on a des attaques à des fins de déstabilisation, des attaques à des fins de sabotage. Le DDoS, c'est le plus visible, puisque quand on a une attaque pour faire tomber un site et que le site tombe, tout le monde s'en aperçoit assez rapidement, surtout si c'est un site qui est indispensable et critique durant les Jeux Olympiques. Donc, bien évidemment, les systèmes de billetterie, bien évidemment, les systèmes qui vont être utilisés pour les visiteurs, pour les touristes qui vont venir sur les Jeux Olympiques, donc hôtellerie, réservation de billets, voyageurs, SNCF, RATP. Mais il faut également penser à tous les sites des sponsors de l'événement. Alors, on a un certain nombre de sponsors et on a beaucoup de clients qui utilisent nos solutions avec lesquels on est déjà en train de travailler pour s'assurer qu'ils ont les bonnes protections en place. Et Olivier probablement en touchera un mot un petit peu plus tard sur le comment on fait. Mais il faut aussi réfléchir à tous les sites qui vont aussi représenter la France, marques qui peuvent être sponsors ou pas de l'événement, également des sites gouvernementaux, des sites étatiques, des sites qui vont représenter l'image de la France et qui vont de facto être associés à l'événement et vont être la cible de ces attaques. On avait vu en 2016 aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, d'été cette fois-ci, les sites ont été la cible de ces attaques, mais aussi beaucoup de sites de partenaires ont été ciblés, là aussi pour montrer une supériorité des attaquants par rapport aux défenseurs. Pourquoi est-ce que le DNS, Boris, peut-il être considéré finalement comme le maillon faible? D'ailleurs, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est le DNS avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Le DNS, très simplement, c'est l'annuaire de l'Internet. C'est la porte d'entrée à tout ce que l'on fait en digital dès l'instant où on va utiliser une application, utiliser Internet. C'est le site qui permet de vous connecter quand vous tapez www.cloudflare.com ou radar.cloudflare.com, par exemple, qui est disponible pour l'ensemble du public et qui va transformer ce nom de domaine en adresse IP et en une adresse finalement qui est identifiée et compréhensible par les machines. Donc c'est la porte d'entrée à tout ce que l'on fait sur Internet. C'est un élément vulnérable, c'est un élément qui est souvent vulnérable, comme d'autres. Pourquoi les attaquants s'en prennent à cet élément-là? Parce que les attaquants, finalement, dans le cyber, sont comme des attaquants militaires, sont comme des cambrioleurs. Ils vont attaquer les éléments les plus vulnérables des infrastructures. Donc, ils vont pas chercher à attaquer. Ils peuvent chercher à attaquer quand il y a des remparts, des défenses, des caméras chez vous, un chien, un cambrioleur avec des barbelés. Un cambrioleur va peut-être moins s'attaquer à cette maison-là qu'une maison qui a pas de chien, pas de barbelés et pas de caméra. Et donc, il y a un certain opportunisme derrière ça. D'ailleurs, on a une statistique intéressante qui a été publiée par un cyberassureur. C'est que quand un client utilise Cloudflare, il a 7 fois moins de chances de se faire attaquer. Et on a eu un article dans Le Monde il y a 1 an qui suivait un hacker en temps réel. Alors, on n'a pas du tout influencé l'article, mais le hacker arrivait sur un premier site, et il tapait, il disait « Ce site est protégé par Cloudflare, je vais passer à autre chose. Je ne vais pas perdre de temps et je vais passer à autre chose. » Donc, les hackers vont chercher les éléments les plus vulnérables dans les infrastructures. Et on a vu par le passé très souvent des attaques sur cet élément vulnérable qui ont un impact immédiat. Donc, on a eu l'opérateur de DNS, un opérateur mondial qui s'appelle DIN, qui a eu une attaque majeure en 2016. Donc, son DNS est tombé. Et donc, ce DNS-là a été utilisé par quelques petits sites
dont Airbnb, dont Amazon, dont on avait aussi Twitter, PayPal, GitHub et Yelp. Et donc l'impact a été immédiat sur Internet. Dès l'instant, on parle de grands sites. Hein, on parle de grands sites. Et par effet de ricochet, même si les sites fonctionnent encore, quand le DNS ne fonctionne plus, vous pouvez avoir la plus belle infrastructure d'hébergement de vos sites. Malheureusement, il est inaccessible pour les internautes derrière. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, les organisations ont vraiment tout intérêt à mieux protéger le DNS, parce qu'effectivement, quand on pense cybersécurité, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Olivier et Boris, mais le DNS, ce n'est pas forcément la première des choses que les organisations pensent à protéger. Non, le DNS, ce n'est pas la première des choses. Et très souvent, on a aussi une tendance à ce que certaines entreprises ou organisations, comme c'est l'annuaire, comme ça représente le nom de domaine du site, beaucoup veulent le gérer elles-mêmes. Oui. Et quand elles le gèrent elles-mêmes, finalement, elles le gèrent mal, parce qu'elles le gèrent sur une infrastructure de serveurs qui est de facto limitée, qui est de facto pas gérée par des spécialistes, et qui n'a pas une échelle mondiale. Or, on a tendance à oublier que l'Internet est mondial et que les attaquants, on l'a bien vu durant la première partie, mais les attaques proviennent de partout. Et c'est pas parce qu'on a quelques serveurs ou une infrastructure souveraine de serveurs qui vont s'occuper du DNS qu'on va être bien protégé. Au contraire. Donc le gérer soi-même, c'est pas du tout une bonne idée en fait. C'est une très mauvaise idée. C'est des services aujourd'hui qui sont disponibles sur étagère. Avec des DNS comme Cloudflare, qui sont les DNS, qui est le DNS le plus performant au monde. Si vous allez sur DNSPerf, vous regardez, on est sous les 20 millisecondes à l'échelle mondiale et parfois sous les 10 millisecondes en Europe et aux États-Unis. On a une infrastructure globale, on a un SLA de 100%, on le fait depuis des années, on le fait à très large échelle. Sur notre DNS, c'est des milliards de requêtes qui passent tous les jours sur nos serveurs. Et donc on a cette échelle mondiale qui fait que pour un attaquant, ça va être très compliqué d'aller cibler l'infrastructure globale, parce que combien même il arrive à cibler et finalement surcharger une dizaine ou une vingtaine de serveurs, on a 300 serveurs, on a 209 terabits seconde d'infrastructure. Les plus grosses attaques qu'on a encaissées, la plus grosse attaque DDoS volumétrique était 2,5 terabits seconde, c'est une goutte d'eau par rapport à la taille de notre réseau. Et en début d'année, on a encaissé des attaques sur la partie applicative à 71 millions de requêtes par seconde. Ça reste très faible par rapport à la capacité globale de nos réseaux. Et c'est des attaques qui sont majeures. Hein. C'est la plus grosse attaque. Là, vous dites, Boris, des chiffres conséquents. Enfin, 2,5 terabits par seconde, 71 millions, vous disiez à l'instant. 71 millions de requêtes par seconde. C'est colossal, mais vis-à-vis de votre site, c'est des choses que votre site absorbe, si je comprends bien, relativement facilement. C'est des choses que nos sites absorbent et notre infrastructure va absorber à l'échelle mondiale, c'est-à-dire à l'endroit où l'attaque va démarrer. Et là encore, si on a des infrastructures souveraines, on va finalement importer ces attaques. Et donc importer ces attaques sur le sol du pays sur lequel on a ces protections, saturer les boîtiers, saturer les lignes telco, et au final, être dans l'incapacité vraiment de résister face à ce type d'attaque. Nous, au contraire, on va contrer l'attaque à l'endroit où elle démarre. On l'a bien vu sur le graphique en introduction, mais si l'attaque démarre de Russie, on va l'attraper et la contrer au niveau de la Russie. Si elle vient des États-Unis, on va l'attraper au niveau de la Russie. On va pas l'importer jusqu'en France. Et donc, au final, tous nos clients sont constamment attaqués, mais ils ne s'en rendent pas compte et leurs clients, c'est-à-dire leurs visiteurs de site ou leurs utilisateurs d'applications ne s'en rendent même pas compte parce que ça n'a aucun impact sur la performance de leur site qui reste disponible sans vraiment modification de la performance du site. D'où l'intérêt, vous l'aviez dit lors d'une autre émission, je pense que ceux qui nous ont regardés peut-être l'avaient vu à l'époque et vous aviez rappelé à l'époque que l'automatisation de la protection est une brique aussi importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur ses propres forces. C'est ce que vous disiez avec le DNS. Avoir son propre DNS chez soi, enfin sa protection de DNS, ça ne marche pas suffisamment bien en fait, face à des attaquants qui sont dans le monde entier. D'ailleurs, Boris, est-ce que vous pouvez nous rappeler aujourd'hui à quel type de menaces, nous citer quelques-unes des menaces auxquelles les organisations, les États, d'ailleurs organisations publiques, privées, sont confrontés? Oui, alors j'ai cité en introduction, et c'est intéressant également de projeter ces menaces par rapport à l'événement et la temporalité de l'événement. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer avant l'événement, pendant et après.
On a 3 grandes catégories de menaces. Menaces de déstabilisation / sabotage. Donc ça implique des menaces d'attaques volumétriques dont on a parlé, d'attaques sur les points de vulnérabilité dont on a parlé, dont on va parler. Donc ça, le but de ces attaques, c'est déstabiliser, faire tomber les infrastructures. On l'a déjà longuement évoqué. Deuxième type d'attaque, c'est des attaques pour les gains financiers. Donc là, on cherche à extorquer des fonds, on cherche à générer de la fraude sur des sites d'e-commerce, fraudes qui peuvent être d'ailleurs licites ou illicites. On pourra y revenir. Il y a les fameux ransomware dont on parle très fréquemment dans l'actualité cyber également. Mais il y a aussi tout ce qui est données qu'on va récupérer, donc les phishing d'utilisateurs avec des données personnelles qu'on va récupérer, des données de carte bleue qu'on va pouvoir revendre également sur le darknet ou sur d'autres réseaux. Et troisième grande typologie d'attaques, ce sont des attaques plus liées à l'espionnage, où là on cherche à rentrer dans les systèmes ou à déposer des agents dans les systèmes qui derrière vont pouvoir renvoyer de l'information, intelligence économique, espionnage étatique ou autre. Et si on prend ces 3 grandes typologies de menaces, finalement, des attaques pour gains financiers, eh bien, avant l'événement, elles ont lieu, parce qu'on va essayer de cibler des billetteries, on va essayer de cibler du ransomware, on va essayer de cibler sur des infrastructures qui sont déjà préchauffées, on va dire, avant l'événement. Pendant l'événement, elles vont continuer, elles vont être plus intensives parce que les infrastructures vont être aussi plus sollicitées. Les sites qui vont couvrir l'événement, ils vont avoir plus de visiteurs. Et donc, ça va être plus de volume à attaquer, plus de surface à attaquer pour les attaquants. Par contre, après l'événement, il n'y a pas de... Ces attaques vont retomber. Des attaques pour déstabiliser, pour saboter, avant l'événement, ils vont finalement pas en avoir très peu. Il n'y a pas d'intérêt à faire tomber le site des Jeux Olympiques 3 mois ou 6 mois avant les Jeux Olympiques, ça n'aura aucune visibilité mondiale. Par contre, pendant l'événement, non seulement elles vont avoir lieu, mais elles sont plus faciles. Une fois qu'on a des millions d'utilisateurs connectés sur le site des Jeux Olympiques ou sur l'applicatif, c'est très facile finalement de revenir et d'attaquer ce site pour le faire tomber ou déstabiliser. Et l'espionnage, pour le coup, il y a assez peu d'impact, même si on a vu durant les Jeux Olympiques d'été de Tokyo, en 2020, il y a eu des attaquants qui ont réussi à rentrer dans les systèmes de partenaires, je crois que c'était Fujitsu, et qui ont réussi à récupérer des données et fait de l'espionnage. Mais globalement, l'intensité reste moyenne sur cette typologie d'attaque. C'est étonnant parce que depuis tout à l'heure, je vous écoute, Boris, et vous avez donné plein d'exemples. Alors, les JO de Tokyo, il y a eu ça. Les JO de Londres, il y a eu ça. Les JO de... Alors, c'est assez étonnant parce que lorsqu'on est devant sa télé, je pense que les gens qui nous suivent ce matin ont peut-être la même réflexion que la mienne. C'est-à-dire qu'on regarde à la télé et on ne se rend pas compte que les sites sont attaqués, qu'il y a des attaques globales. Et pourtant, on est sur des actifs qui sont clairement en danger. Alors là, on a dressé un tableau... que d'aucuns diraient sombre, mais réaliste de l'état de la menace. Je me tourne vers vous, Olivier, parce que, heureusement pour les organisations, il y a des solutions. Comment est-ce qu'on se prépare, justement, pour éviter d'être la cible des attaques que Boris a présentées, du nombre d'attaques assez important que Boris a présenté? Alors, on peut se préparer sur 2 axes. Déjà, le terme préparer est le bon terme, effectivement, c'est bien de se préparer. Sur 2 axes, sur à la fois la protection des cibles, donc les services, les systèmes d'information, et puis la protection des personnes. Sur la protection des services et des cibles, et des systèmes d'information, on va essayer toujours de garder la disponibilité de ces sites. Alors pour ça, on peut mettre en place des protections qui sont assez simples, comme des protections anti-DDoS. Donc, Boris, tout à l'heure, mentionnait les attaques distribuées par déni de service, donc les attaques DDoS. Aujourd'hui, malheureusement, c'est assez simple sur le dark web de se procurer des vecteurs d'attaque où on peut lancer pour quelques dizaines d'euros des attaques assez conséquentes. Alors peut-être pas à l'échelle des terabits par seconde, mais pour 50 euros, on peut lancer une attaque à 1 gigabit par seconde. Ce qui est Tout déjà... ça, c'est disponible sur étagère aujourd'hui pour celui ou celle qui sait chercher. Enfin, j'irai peut-être pas jusqu'à dire sur étagère. Il faut quand même un petit peu chercher dans le dark web, mais oui, c'est disponible. Et du coup, là-dessus, j'ai envie de dire, on peut mettre en place des parades assez simples qui sont des protections anti-DDoS. Donc évidemment, travailler avec des éditeurs ou des fournisseurs comme Cloudflare, peu importe. Mais ça, c'est déjà une première partie de protection qui sont assez simples à mettre en place. Une autre protection qui est aussi assez simple à mettre en place face à des attaques de
de pénurie d'inventaire, des attaquants qui vont essayer d'épuiser les stocks de consoles de jeux, de chaussures de sport, etc., c'est de se protéger contre les bots. Alors, les robots, donc les attaques automatisées sur Internet. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, c'est aussi malheureusement assez simple de se procurer des moyens de résoudre les fameux CAPTCHA, vous savez, les petites où je dois trouver toutes les images de vélo sur des mosaïques d'images. Malheureusement, elles sont cassables de façon assez simple. Ce n'est plus infaillible. Non, ça ne l'a jamais été. Sauf erreur, ce n'est pas infaillible. Pour 1 euro, on peut trouver la résolution, par exemple, de 2000 CAPTCHA sans problème. Pourquoi c'est malheureusement non infaillible ? Parce que derrière, il y a souvent ce qu'on appelle des click farms, des fermes à clics, où il y a aussi parfois non seulement des robots, mais des humains qui vont résoudre justement tous ces puzzles et ces fameux CAPTCHA. Donc là, ça devient vraiment indispensable d'aller se prémunir de ce type d'attaque automatisée avec une protection contre les robots, contre les bots. Si on remonte un petit peu dans les couches, pour rendre une application disponible et moins vulnérable, c'est aussi intéressant de déployer des protections applicatives. Alors souvent, ce qu'on appelle des protections de type WAF, Web Application Firewall, pour aller s'assurer que une protection, peut-être qui n'est pas forcément à jour, reste quand même invulnérable sur Internet quand elle est exposée sur Internet. Je pense par exemple à des attaques de type cross-site scripting, SQL injection. C'est des attaques sur lesquelles les WAF peuvent agir correctement. L'autre vecteur ou l'autre point de haut dispo des services applicatifs ou des systèmes d'information, c'est de se prémunir d'exfiltration de données ou tout simplement de s'assurer de la confidentialité, de l'intégrité des données. Alors pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a souvent la répétition de messages vers les équipes. C'est assez important de toujours constamment répéter les mêmes messages. Ne conservez pas des post-it avec les mots de passe. Ça paraît d'une évidence, mais j'en ai encore vu finalement à la télévision, sur une chaîne de télévision grand public, où on voyait clairement des post-it avec des mots de passe. Donc, n'envoyez jamais vos mots de passe à travers des messageries, à travers les réseaux sociaux, à travers WhatsApp, parce que ça peut dépanner un collègue. Pas de mot de passe. Et puis d'autres messages assez simples, par exemple, pour celles et ceux qui prennent de temps en temps le train ou peut-être l'avion, essayez d'utiliser des filtres écran. On voit absolument tout à 5 sièges d'écart sur vos ordinateurs portables. Je vais peut-être pas aller jusqu'au téléphone, mais au moins sur les laptops. Et puis évidemment, ne quittez pas votre siège en laissant votre ordinateur allumé et sans être verrouillé avec un mot de passe. Ça paraît évident, mais juste répéter ces messages, c'est utile à la mise en place de protection. On a encore besoin de répéter ces messages de bon sens. J'ai encore vu circuler des photos sur LinkedIn, l'un de mes contacts qui me disait qu'il était assis à côté d'un patron du CAC 40, écran visible, et puis il était en train de taper des chiffres. Alors, ce qui est bien aussi, alors je pense que je vois les messages auxquels vous faites référence sur LinkedIn. Il faut juste savoir que ces personnes qui mettent ces copies d'écran sur ces photos sur LinkedIn font aussi bien les choses. De mémoire, cette personne était allée voir justement ce patron du CAC 40 pour lui dire attention, et sachez que je vais juste mettre une copie d'écran, mais évidemment sans indiquer de données personnelles, de nom, tout était flouté, etc. Donc c'est aussi un peu notre rôle aussi d'éduquer les gens dans le train, ou dans l'avion, dans le métro, dans le RER. Il y a d'autres solutions aussi pour protéger les datas qui sont un peu indépendantes des utilisateurs ou de la formation des utilisateurs. C'est la mise en place tout simplement de protection contre le phishing, contre l'hameçonnage par email. On sait aujourd'hui, à travers différentes statistiques, que 80% des attaques commencent par un email. Alors, ça ne veut pas dire qu'une personne va renvoyer un mot de passe par email, c'est juste cliquer sur le mauvais lien au mauvais moment. Ça peut avoir des conséquences assez désastreuses. Donc là, mettez en place des protections contre le phishing. Et de la même manière, que vous soyez au bureau, en télétravail, en déplacement, il existe des solutions pour filtrer les requêtes DNS dont vous parliez tout à l'heure, Thomas et Boris, pour filtrer également l'accès à des sites web. Il y a énormément de listes sur Internet qui sont accessibles au grand public, qui sont accessibles aux entreprises aussi, où il est assez aisé de bloquer à peu près 40 000, 50 000 domaines DNS connus pour héberger des sites malfaisants, enfin bref, des sites qui hébergent des virus et des attaques. Ouais, c'est important de le répéter. Hein. Pardon, Boris. On a quasiment 1 million de nouveaux sites de phishing qui sont créés tous les mois. Et très souvent, alors il y a les attaques phishing de base où je vous envoie un mail assez mal construit avec un mauvais lien à l'intérieur, et là,
on va cibler des personnes qui ont assez peu d'éducation informatique ou sur ces sujets-là, mais il y a des attaques beaucoup plus dangereuses, qui sont des attaques qui se préparent 3 mois à l'avance, sur lesquelles un attaquant va analyser tous vos profils sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur tout ce que vous pouvez utiliser, comprendre quel est votre écosystème et travailler ces sites-là. Donc créer les sites de phishing qui vont être un site de banque, qui vont être un faux site DHL parce que vous attendez un paquet d'Amazon que vous avez commandé précédemment. Et donc ça se prépare en moyenne 30 à 90 jours à l'avance. Et ça, ce sont des attaques qui sont complexes, qui sont ciblées, qui sont sophistiquées, avec généralement des emails qui sont extrêmement bien faits, contextualisés, et qui vont aller cibler une personne en particulier. Très souvent, ce sont des cadres plutôt cadres dirigeants, type attaque au président. Et là, beaucoup de systèmes anti-spam ne vont pas être capables de défendre ces attaques. On a, nous, créé une technologie qui permet vraiment d'analyser très précisément le sens des messages, le contexte de chaque employé, de chaque boîte email, pour avoir la capacité, en alimentant nos moteurs d'intelligence artificielle, de contrer ce type d'attaque. On a une solution qui est vraiment unique dans le sujet, qui s'appelle Area One, et qui permet véritablement de contrer cette typologie d'attaque. Merci Boris. Et alors je peux compléter un petit peu cette partie phishing où on peut mettre aussi en place des solutions. Alors c'est peut-être moins évident à mettre en place qu'une solution anti-phishing, mais mettre en place des solutions d'évitement d'exfiltration de données, ce qu'on appelle souvent en anglais le DLP, le Data Loss Prevention. Ça, c'est aussi important pour s'assurer, par exemple, que les documents qui ont une certaine catégorie dans Office 365, par exemple, ne peuvent pas être uploadés à l'extérieur du cadre de l'entreprise. Évidemment, il faut que cette solution, elle fonctionne à la fois quand on est physiquement au bureau et quand on est en déplacement ou en télétravail. Ouais, c'est important à rappeler pour les organisations qui ont encore beaucoup de gens qui travaillent à l'extérieur, et le télétravail, bien sûr, c'est généralisé. Exactement. Donc c'est important de le rappeler. Exactement. À côté de ça, donc sur cet axe protection des cibles, il va falloir aussi protéger les personnes. Alors c'est peut-être un petit peu moins évident à mettre en œuvre. C'est à la fois de l'éducation des utilisateurs, donc par exemple les gens qui vont aller visiter l'événement, les gens qui vont aller commander un ticket sur la billetterie des JO. Là, j'ai envie de dire, il y a des solutions qui existent. Par exemple, sur Android, il y a des applications qui permettent de vérifier si on n'installe pas des malwares, par exemple, donc des logiciels malveillants. Donc faire attention à bien utiliser ou à bien utiliser souvent les paramètres par défaut des téléphones portables, au moins sous Android. Il y a également des solutions de filtrage DNS qui existent. Alors évidemment, en France, on n'a pas la possibilité d'avoir les opérateurs qui filtrent le DNS du fait de la neutralité d'Internet, mais on peut installer des applications qui permettent, par exemple, de filtrer tous les sites d'une catégorie particulière. Alors je veux dire absolument n'importe quoi, mais des sites de jeux en ligne, par exemple, on peut catégoriser ces sites-là sur ce type d'application et donc éviter que vos enfants ou votre famille aillent visiter tel ou tel type de site. Et puis j'ai envie de dire, il faut continuer à sensibiliser toutes les personnes qui reçoivent des SMS, des appels malveillants. Mais évidemment, avec l'éducation, il y a aussi des outils qui existent. Donc par exemple, je voulais citer une application, parce que j'ai eu le cas dernièrement dans ma famille. On a le droit de citer des noms d'applications ? Bien sûr. Une super application qui est pas encore assez connu, je trouve, qui s'appelle Orange Téléphone et qui permet, évidemment, si vous le configurez de telle manière, de filtrer les appels malveillants. En fait, Orange a collecté un certain nombre de numéros de téléphone qui sont soit des appels malveillants ou parfois des appels de démarchage. On peut, par défaut, intégrer ça avec Android et iOS sans problème pour, de facto, bloquer ce type d'appel. C'est très intéressant. Alors, c'est pas les arnaques au président, c'est souvent les arnaques à la banque, où un faux conseiller bancaire vous appelle en ayant potentiellement détecté un problème sur votre compte, alors que c'est absolument pas le cas. Et c'est justement grâce à ce faux conseiller que vous allez commencer à avoir des problèmes avec votre banque. C'est pas mal ça. J'ai eu un faux conseiller de Microsoft un jour. Ah, c'était pas mal. Donc, ça existe. Du coup, sur la sensibilisation des personnes, j'ai envie de dire, c'est à la fois quelques outils qui existent sur le marché, mais vraiment aussi essayer d'éduquer tout le monde. En général, tout ce qui paraît trop beau pour être vrai doit être questionné. Donc réfléchissez avant de cliquer sur un SMS qui vous annonce que vous avez oublié de renouveler votre abonnement Netflix. Réfléchissez à 2 fois avant d'aller prendre en photo un beau QR code sur un abribus. Il y a pas mal de petites choses auxquelles il faut faire attention, tout simplement.
On est, et ça n'a échappé à personne, dans un contexte aujourd'hui, une grosse partie des applications, des systèmes d'information sont externalisés grâce au cloud. Comment est-ce qu'aujourd'hui on protège efficacement une organisation lorsqu'on a, je peux dire des noms, on a un bout de système d'information sur GCP, un bout sur Azure, on utilise du SaaS. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait en sorte de protéger une application, un système d'information, plus généralement qui est aujourd'hui géodistribué et décentralisé? Alors c'est une question intéressante parce qu'effectivement c'est exactement le contexte qu'on voit avec la plupart de nos clients. La multiplication des systèmes d'information, la multiplication des plateformes externalisées de type cloud ou SaaS, ça devient plutôt complexe d'aller adresser la sécurité de façon individuelle sur chaque plateforme, sur chaque cloud, sur chaque service SaaS. Et l'idée c'est vraiment de mettre en place une plateforme de cybersécurité qui soit justement délivrée en mode SaaS et qui assure une protection à la périphérie de ces différentes plateformes. Donc plutôt que d'avoir à configurer plusieurs plateformes différentes, on en configure une seule pour aller ensuite accéder à ces différentes plateformes de services, plateformes de réservation, bref, ou de gestion de notes de frais, etc. Donc par exemple, c'est vraiment l'idée maîtresse de ce que le Gartner a annoncé en 2019 avec l'acronyme SASE, qui justement vise à protéger de façon permanente en ayant confiance sur aucun système de VPN, par exemple, pour aller assurer la sécurité des employés vis-à-vis de plateformes qui sont hébergées sur le cloud. Donc du coup, vraiment, l'idée maîtresse ici, c'est d'aller consolider les fonctionnalités de sécurité sur une plateforme de type SaaS qui se trouve à la périphérie de l'ensemble des plateformes cloud ou des plateformes d'ailleurs qui pourraient être hébergées également on-premises, donc sur site. Ça ne change absolument pas la question. Et puis évidemment, par-delà la protection, c'est mettre en place de l'authentification forte pour s'assurer que tous les utilisateurs désormais qui accèdent à ces plateformes externes à la société le font de façon sécurisée avec souvent plusieurs moyens d'authentification, ce qu'on appelle souvent le MFA ou le Two-Factor Authentication. Donc vraiment des services où on va en permanence sécuriser tous les accès vers toutes les plateformes plutôt qu'auparavant s'authentifier une fois en VPN et avoir accès à absolument tout dans le fameux château. On arrive dans les dernières minutes de cette émission et je me retourne vers vous, Boris. On a évoqué au cours de cette émission beaucoup de choses, beaucoup de types de menaces. On a rappelé que des outils existaient. On a rappelé aussi avec vous, Olivier, que des bonnes pratiques très simples, pas mettre le mot de passe, le coller sur l'écran ou mettre des protections, eh bien, c'était des choses qui fonctionnaient. Quel risque aujourd'hui, au-delà de ça, courent les entreprises qui continuent à s'appuyer sur des outils de défense, traditionnels? Alors, les outils de défense traditionnels, j'aime bien, moi, reprendre l'image du château fort, qui est la sécurité informatique qui existe depuis l'origine de l'informatique, finalement, où on va mettre des murailles avec l'intérieur du réseau, l'extérieur du réseau. Sur ces murailles, on met des mitraillettes, ce sont les firewalls, qui sont historiquement les doudous des RSSI, qui les configurent pour contrer les attaques sur cette muraille. Mais on l'a vu avec Olivier, dans cette muraille, finalement, il n'y a plus grand-chose. Les applicatifs sont en dehors de la muraille, Azure, GCP, Salesforce, Zendesk. Les utilisateurs sont également en dehors de la muraille. Et donc finalement, tout ça vole en éclats. Et donc continuer à appliquer des techniques traditionnelles de protection périmétrique, parfois même en les virtualisant dans le cloud, et finalement réappliquer ces techniques de protection périmétrique sur le cloud, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les applicatifs sont partout, les utilisateurs sont partout. Et donc il faut également un système de protection qui est partout, c'est-à-dire au plus proche des utilisateurs et au plus proche des attaquants. Des systèmes qui sont partout, des réseaux qui permettent de mettre la technologie, la protection partout. Il y en a très peu dans le monde. Chez Cloudflare, on a construit un réseau. Il y a très peu de sociétés dans le monde qui ont un tel réseau. On a 12 500 interconnexions ASN, on est 300 points de présence, on est à moins de 50 maisons de chaque utilisateur de l'Internet dans le monde pour 95% des internautes, qui fait que à n'importe quel endroit dans le monde, eh bien, je vais avoir de la technologie Cloudflare qui va permettre de me protéger, qui va me permettre aussi de protéger en tant qu'employé ou en tant que visiteur des sites que je vais utiliser. Donc ça, c'est le premier élément. Et cette plateforme, elle est dans le SaaS, elle a un SC de 100%, elle est globale et elle va contrer naturellement toute une typologie d'attaques qu'on a vu, attaque DDoS, attaque volumétrique sur les niveaux applicatifs, sur les niveaux de couches réseau, tentative d'exploitation de failles applicatives, c'est l'OAF et surtout ce sont
des attaques qui ne sont plus comme la sécurité traditionnelle, où on doit configurer en permanence, réajuster en permanence avec des nouvelles règles, parce qu'il y a une nouvelle vulnérabilité qui est arrivée, et du coup, il faut mettre à jour l'empreinte vis-à-vis de cette nouvelle menace. On a des attaques qui évoluent en temps réel, qui se basent sur les données, la masse de données qu'on observe, et qui vont mettre à jour en temps réel de manière automatisée pour contrer le dernier robot dont Olivier parlait, qu'on vient d'identifier, ou pour contrer même une vulnérabilité avant même qu'elle ait été identifiée par un humain, parce qu'on a identifié un point de singularité dans le trafic qui fait que là, on a un score qui nous dit ça, attention, ce point de singularité-là, c'est bizarre, c'est à grande chance d'être une attaque, je bloque. Avant même que le CVE, c'est-à-dire la vulnérabilité, était identifiée et référencée par un humain. Et donc tous ces systèmes-là, qui vont au passage référencer les millions de sites de phishing qui ont été identifiés dans nos systèmes pour empêcher l'utilisateur qui cliquera sur le lien et bien finalement d'aller jusqu'au site, tous ces systèmes-là maintenant sont disponibles en SaaS dans le cloud et sont implémentables très facilement. Durant cet été, on a eu des groupes qui ont été très virulents vis-à-vis de la France. Anonymous Soudan qui a menacé les intérêts français, notamment par rapport à la situation du Mali. On a eu Killnet, on a eu Revil, qui sont des groupes affiliés à la Russie. On a eu les No-Name 0057 qui ont attaqué le site de la RATP, qui est un de nos clients sur lequel on les a aidés à enrichir leur protection. Pas de vacances pour les pirates. Non, et pas de vacances pour Cloudflare non plus. Je remercie d'ailleurs les ingénieurs Cloudflare, parce qu'il y en a beaucoup cet été qui étaient sur le pont, qui ont aidé nos clients, qui ont protégé en urgence pas mal de sociétés françaises et de sites assez visibles derrière nos infrastructures. Je sais qu'Olivier fait partie de ces ingénieurs, donc c'est mon occasion également de remercier tout le travail qui a été fait, parce qu'il y a aussi cette notion d'urgence. Et aujourd'hui, encore une fois, quand on est attaqué, eh bien, des systèmes comme ceux qu'on peut proposer, on a la capacité en une demi-heure, en un quart d'heure, à mettre des protections pour éliminer l'attaque et permettre au site de continuer à vivre et d'avoir une remise en ligne finalement assez rapide. Une toute dernière question, Boris. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi aujourd'hui, alors on a beaucoup parlé de Zero Trust, mais il faut continuer à l'appliquer. Pourquoi est-ce que c'est encore important aujourd'hui d'avoir une vraie démarche Zero Trust? Alors, le Zero Trust, pour rappel, c'est justement le zéro confiance. Alors, je ne sais pas si c'est une terminologie avec laquelle on est... C'est toujours un peu un petit peu ambigu, mais zéro confiance, c'est finalement partir du principe que on ne fait plus confiance à personne, et on ne fait plus confiance à chaque connexion qui arrive. On va l'évaluer, on va la valider, on va la contrôler, et on va s'assurer que c'est des connexions légitimes, quel que soit l'endroit où est la personne, qu'elle soit dans le réseau, à l'extérieur du réseau, qu'elle soit dans un bureau, qu'elle soit au siège, qu'elle soit dans un data center, qu'elle soit sur le bord d'une plage en télétravail ou dans une maison de campagne. On ne va plus faire confiance à l'endroit où la personne est basée. On va la contextualiser, on va s'assurer que c'est la bonne personne avec une double authentification forte, comme Olivier le mentionnait. Chez Cloudflare, on a tous des YubiKey qui permettent de nous assurer qu'une fois qu'on a rentré son mot de passe et que le mot de passe a été vérifié, qu'on est bien à partir du PC, et combien même quelqu'un nous subtiliserait ce mot de passe et l'utiliserait à partir d'un autre PC, il aurait l'incapacité à prouver que c'est lui, puisqu'il n'aurait pas cette double authentification. Donc le Zero Trust va authentifier, valider cette connexion, valider la légitimité qu'on a à accéder à un système en temps réel. Moi, Boris Lecoeur, est-ce que j'ai accès à Salesforce à cet instant T, et à quelle partie de Salesforce j'ai accès? Est-ce que j'y ai accès maintenant? Est-ce que j'ai accès à partir de la France et pas à partir d'autres pays? Donc toute cette contextualisation, elle est extrêmement importante. C'est plus juste l'identité, c'est vraiment est-ce que j'ai accès à telle information par rapport au client, ainsi de suite. D'accord. Exactement. Et donc avec cette notion de cloisonnement également de systèmes et de données et d'association de rôles et de groupes d'utilisateurs pour leur permettre d'accéder à ces données. Et là encore, peu importe l'endroit à partir duquel je me connecte, que je sois dans le bureau ou en dehors du bureau, cet endroit-là n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est vérifier l'identité et le contextualiser. Et en dernier point, tracer tout ce qui se passe, sur un poste utilisateur, sur un téléphone, pour être capable de loguer toutes les connexions qui ont pu avoir lieu et remonter dans le temps dans le cas quand on a eu un événement ou un incident, pour pouvoir très rapidement remonter dans le temps.
Voilà. Et on peut le faire avec 15 systèmes différents. On l'a vu, Olivier mentionner, protection de bot, protection DDoS, protection WAF, protection contre le phishing, protection Zero Trust. On peut le faire avec 15 systèmes différents. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire aussi avec une seule et même solution. C'est ce qu'on propose chez Cloudflare, puisqu'on a la capacité à proposer toutes ces solutions dans une solution intégrée, avec à la clé des gains en termes d'implémentation, en termes des gains opérationnels et des gains financiers qui sont vraiment importants pour les entreprises. Ça, c'est une bonne nouvelle pour elles. Merci beaucoup, Boris. Merci, Olivier. Merci, Thomas. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que, comme moi, vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez fini cette émission encore plus riche que vous ne l'avez commencé, intellectuellement et prêt à mettre en place de nouvelles solutions pour votre entreprise. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.